Bonsoir à tous, bonsoir Elise. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue donc pour ce nouveau NeuroLive. Ce soir, la thématique c'est l'outil informatique. Alors, il n'y a pas de plan, mais en fait, tout simplement, donc Elise a souhaité parler de ces thématiques-là et on la remercie pour ça. Parce qu'effectivement, alors je sais pas vous, mais en tout cas, par exemple, moi, j'entends de tout, de rien, de n'importe quoi par rapport à l'ordinateur. Il y a aussi beaucoup de gens en fait finalement qui ne savent même pas ce que c'est que l'outil informatique Hmm. dans le contexte de la prise en charge. Et du coup, il a semblé bon à Elise et à moi de parler finalement en fait de ça pour cette heure qui se présente à nous. N'hésitez pas à partager, encore une fois, hein, donc plus il y aura de vues, et plus donc potentiellement ça pourra servir à un maximum de familles, je l'espère. Juste pour rassurer encore une fois tout le monde, et aussi Vincent qui va devoir forcément regarder la vidéo. Elise a aussi amené à manger, donc je pense qu'à partir de maintenant, en fait, on fera que des neurolives sucrés ou Ou salé ouais, ou peut-être. salés aussi. Non, mais je pense que ça va partir en neurolive brunch même, en fait, D'accord, comme ok. ça, Hmm. on va pouvoir manger tout plein de choses pendant qu'on discute et après. Bah, c'est parti. Ok. Est-ce que tu veux. Alors, peut-être que. Je sais pas si normalement vous avez une bonne mémoire. J'ai déjà fait un Neurolive sur l'ergothérapie, où en gros, Sur en la fait, barre, ouais. exactement, elle a présenté en fait ce que c'est que l'ergothérapie. Vous pouvez aussi retrouver donc la vidéo sur. Peut-être faire un petit rappel quand même. Ouais, bien sûr. Ouais, ok. Ouais, si tu veux. Donc du coup, l'ergothérapie, c'est un rééducateur qui est professionnel de santé et qui va fonder son activité, ouais, sa spécificité sur l'activité et les sciences des activités dans un contexte médical. Donc ça va être, on a une pathologie ou un trouble ou peut-être juste des difficultés, sans que ce Mhm. soit forcément pathologique, ou même en prévention, ça peut être aussi. Euh, et donc on va venir voir un ergothérapeute quand ça va impacter le quotidien. Ça peut être dans ses soins personnels, pour manger, pour se laver, euh, dans ses relations aux autres, tout ce qui est socialisation, tout ce qui est loisirs, et puis tout ce qui est travail scolaire. Et c'est vrai que les enfants, c'est beaucoup finalement scolaire parce que on attend souvent que les enfants travaillent bien à l'école. Et du coup, on va faire donc, des actions de prévention, de la rééducation quand on peut encore récupérer et améliorer des compétences. Et puis, si jamais c'est pas possible, ou voilà, qu'on améliore mais pas autant qu'on voudrait, on peut être amené du coup à mettre en place des techniques de compensation. Donc toute la partie réadaptation et puis éventuellement préparation, voilà, peut-être plus dans le domaine des adultes que les enfants peut-être Ouais, pour moi, physiothérapie. je résume toujours en fait Mm. l'activité de l'ergothérapeute. Alors, je résume sans que ce soit en fait réducteur, Oui, je oui, l'espère. oui, oui. Adaptation à l'environnement, Oui. c'est ça? Voire Mm. même parfois adaptation de l'environnement à la personne. Mm. Ça peut être aussi dans un rôle effectivement pour qu'il se développe. C'est vrai qu'un enfant, Ouais, si tu revois son environnement pour favoriser son développement, ça peut faire partie du rôle de l'ergo. Et t'es pas dans la réadaptation finalement, non, c'est vrai. tu peux même être dans la prévention. Oui. Voilà. Bah, du coup, merci pour ce rappel. Alors, par rapport à Mm. l'outil informatique, alors je sais pas finalement là Mhm. si les enfants des parents qui nous regardent bénéficient ou pas d'un ordinateur par exemple en classe, mais bon Mhm. là généralement en tout cas c'est dans ce contexte-là hein, qu'on est amené à recevoir, enfin qu'on est amené, en tout cas que toi tu es Mhm. amené à recevoir les patients. Est-ce que tu penses que ça serait utile, en tout cas moi je pense que ça Ouais. le serait, hein, de présenter déjà en gros peut-être de nouveau comment s'effectue un bilan et comment en fait un ergothérapeute est amené à préconiser Mm. l'outil informatique pour un enfant? Oui, tout Ouais. à fait. Du coup, un bilan, donc on va toujours commencer par un bilan parce que voilà, c'est voir un petit peu quelles sont les difficultés et nous, voilà, éventuellement faire quelques tests pour savoir vraiment, voilà, plus objectivement quels sont les problèmes. Ok. Et puis analyser, peut-être interpréter en vue d'un diagnostic ou voilà, de mieux comprendre la situation aussi. Et donc on va commencer par toute une partie d'anamnèse où on va reprendre un peu les antécédents, le développement de l'enfant, les problématiques actuelles, sa situation familiale, tout. Et puis après des phases, on va faire des bilans normés. Alors beaucoup sur les occupations, ça peut être. Alors pour des enfants, ça peut être sur du moteur, ça peut être sur tout ce qui est visio-spatial,
Ça peut être sur ce qui est sensoriel. Voilà, ça sera principalement là-dessus. Un petit peu ce qui est attentionnel et exécutif, mais peut-être pas sur des bilans normés, peut-être plus sur du qualitatif. Voilà. En tout cas, extrêmement intéressant d'avoir un maximum d'informations quant au quotidien réel en fait, du patient. Ouais, Et on ça, va et puis ce comprendre qui a le pourquoi. déjà été mis en place aussi, Ouais. c'est vrai que c'est intéressant, et puis avoir les bilans qui ont déjà été faits. Et à partir de tout ça, on va pouvoir établir un diagnostic ergothérapique Ok. où on va voir un petit peu les difficultés occupationnelles, à quoi elles sont dues, ou elles peuvent être expliquées en partie, parce qu'on n'a pas forcément tout non plus. Les gens, voilà, si j'ai un enfant par exemple dyslexique, dysorthographique, qui écrit lentement, ou à lire, moi je vais pas lui faire passer des bilans de lecture, ça sera à l'orthophoniste, mais à partir du bilan de l'orthophoniste, ça va me donner aussi une base sur qu'est-ce qu'on pourra mettre en place en termes de compensation. Oui. Et après, du coup, on va pouvoir préconiser un suivi, alors éventuellement de rééducation et des aménagements. Après, c'est pas forcément quelque chose à séparer. On peut faire, avoir des aménagements, ce qui est même plutôt bénéfique, et en même temps faire de la rééducation. Basé que là-dessus, que dire voilà les compensations que moi je propose et au revoir, c'est fini avec nous. Enfin, non, c'est ça, c'est versant-là aussi. d'où l'importance finalement en fait, de pouvoir un maximum. Alors, l'aménagement, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement adapter l'environnement à la réalité du patient et en même temps travailler avec le patient pour qu'il puisse aussi s'améliorer dans différents domaines. C'est ça, et au final, tous les professionnels proposent plus ou moins des aménagements. Enfin, en neuropsy, vous êtes amené aussi à en proposer. Voilà. Après, finalement, souvent, c'est un peu les mêmes. Donc, Mais les ergothérapeutes, vous êtes quand même, franchement, chapeau, mais vous êtes fort pour donner toujours une liste de préconisations d'aménagement. Ça, c'est vrai que vraiment, du coup, pour avoir lu quand même pas mal de comptes rendus d'ergothérapeutes, il y a toujours une page de préconisations. Alors d'ailleurs, que ce soit sur le plan scolaire ou même à la maison, hein, vous allez donner des conseils, des pistes, par exemple, pour les parents, pour comment faire telle ou telle chose avec l'enfant à la maison. Donc ça pour le coup, les ergothérapeutes, j'ai l'impression que vous prenez vraiment le temps de faire ça, donc bravo. C'est on est peut-être sensibilisé dans notre formation. Ouais, c'est vrai. Juste l'outil informatique, donc, parce qu'en fait on l'a même pas dit, hein, mais c'est donc principalement. C'est une compensation parmi d'autres pour alors beaucoup les difficultés graphiques. Des enfants qui vont être dans l'incapacité d'écrire ou pour qui ça va être compliqué, ou des enfants où le langage écrit va être compliqué aussi. Tous les enfants dyslexiques, dysorthographiques, quand il y a des années d'orthophonie, mais ça reste compliqué, vraiment dès le départ, c'est vraiment très compliqué. Ça peut être pour tout ce qui est. Alors, ça va être plus des logiciels spécifiques. Plus que juste taper au clavier. En fait, finalement, c'est en gros faire appel au correcteur automatique lorsqu'on se rend compte que. Il y a les correcteurs automatiques, et il y a des prédicteurs de mots, donc ça va être un peu comme sur ce qu'on a sur le smartphone. On va commencer à taper les premières lettres, puis ça va nous proposer une liste de mots. Et il va y avoir en fait des logiciels un petit peu plus spécifiques qui vont reconnaître plus les sons, parce que nous, a priori, on va écrire à peu près, si je vais écrire un haricot, je vais commencer par un H. Si je vais pas le H, il va pas me le proposer. Il va pas trouver, voilà. Là, ils vont vraiment prendre vraiment les syllabes de façon peut-être plus syllabique pour pouvoir le reconnaître, ce qui va aussi faire que le prix va un petit peu plus exploser. Donc il y a les prédicteurs de mots. Parce que la plupart des logiciels sont payants. Oui. Okay. Alors, pas tous, mais c'est vrai que des logiciels spécifiques comme ça, ils sont. Je pense c'est à peu près combien? Entre 100 et 300 euros. Ah, quand même. Mais en général, ils font pas que ça. D'accord, donc, prédicteurs de mots, souvent ils vont faire aussi la lecture. Donc du coup, si on a tous ces cours dactylographie, il suffit de lui demander de les lire, il pourra les lire. Donc des enfants qui n'ont pas accès à la lecture, ou alors ils vont avoir toute leur attention focalisée sur la lecture et à l'as. Du coup, il y a plus de tâches à gérer, et donc du coup, après c'est une voix de synthèse vocale, donc c'est pas forcément aussi chouette qu'une vraie voix, mais déjà ça leur permettra d'être autonomes et de pas avoir forcément un adulte à côté
pour leur lire et d'avoir du coup cette indépendance-là. Et puis il va y avoir aussi, alors peut-être moins utile en classe parce que c'est quand même difficile à mettre en place, mais à la maison c'est pas mal quand c'est pratiqué, tout ce qui est prédicteur de mots, où là en fait on va dicter et du coup ça va écrire ce qu'on dicte et donc là ça va aller très vite. Ça, c'est pas mal ça. C'est pas mal, mais c'est compliqué sur des enfants qui ont des problèmes d'articulation. Parce qu'il peut écrire n'importe quoi et il peut faire des fautes d'orthographe. Ça reste meilleur qualitativement qu'un enfant dysorthographique, mais ça m'embête aussi quand même un petit peu qu'il y ait des fautes d'orthographe dans des cours. Mais voilà, ça reste des petites fautes. Ça reste. Ça fait quand même donc, pas mal de raisons finalement en fait, pour lesquelles ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de passer sur l'ordinateur. Comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que tu reviens après vers les parents, tu fais ta restitution, tu dis que bon bah là en gros moi ce que je préconise c'est l'outil informatique. Comment ça se passe? C'est à la charge de qui? Alors on avait discuté là avant le neurolive pour l'enfant, ça je pense que ce serait pas mal aussi qu'on en parle. Mais dis-nous justement en fait voilà comment ça se passe. Du coup, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge, il n'y a pas de consensus qui a été fait sur dans quelle pathologie, quel degré de pathologie, quel âge. Je pense que chaque ergothérapeute a un petit peu donné sa ligne de conduite. Je pense qu'après, selon les âges, peut-être les objectifs ne seront pas les mêmes. Un enfant qui a des troubles quand même assez importants, qui arrive en CP, qui n'est pas du tout dans le graphisme, ça peut peut-être être intéressant qu'il puisse disposer de l'ordinateur, peut-être même de la classe avec son AVS, et tout le fichier va être ouvert, il va juste taper avec une main peut-être parce qu'il va même pas avoir encore les capacités de coordonner ses deux mains, il va juste taper des mots, mais déjà ça va lui donner accès à écrire des mots, peut-être pour une dictée, ça pourra même permettre de l'évaluer. Et puis il va y avoir des enfants peut-être collégiens avec une bonne maturité, la volonté aussi de le mettre en place, où là ils vont vraiment pouvoir le gérer de A à Z, et où au collège c'est vrai qu'on va attendre vraiment une autonomie totale où le prof n'aura pas à le gérer du tout. Il vient, il prend son cours et puis c'est tout quoi. Moi la plupart du temps en fait ce que je vois c'est que c'est soit à partir du moment où les parents vont éventuellement se poser la question s'ils ont connaissance déjà de cet outil, c'est que soit donc l'enfant en fait est incapable de pouvoir se relire, donc c'est forcément problématique. Ou alors c'est justement le prof ne peut même pas évaluer l'enfant. Donc l'enfant a des connaissances, il sait très bien, il a révisé, il connaît son cours, mais le prof ne peut pas l'évaluer. Donc il est en échec. Et après à partir de ce moment-là, il commence à se dire ouais mais alors peut-être qu'il y a autre chose qui existe pour justement pallier à cette difficulté. Alors tu l'as dit, hein, là par exemple un enfant au CP en fait tu peux même juste avec une seule main même éventuellement écrire quelques mots, ça peut une dictée. Pas vraiment c'est plus le proposer à l'enseignant, mais que derrière je vais vraiment accompagner, pas vraiment parce que tout le monde est capable d'ouvrir a priori un fichier Word et dire à l'enfant les lettres tu les connais, tape sur la lettre que tu veux écrire. C'est pas. Alors, ce qu'il y a d'important, c'est que finalement, ce n'est pas parce que demain, ordinateur il y a en classe qu'il va falloir garder l'ordinateur déjà, par exemple, pour tous les cours, pour toute la semaine. Bien sûr. On peut très bien en fait utiliser l'ordinateur de façon spécifique que pour que pour les devoirs. Ça, je sais qu'il y a aussi beaucoup de profs qui vont dire ça, ils vont dire en fait les devoirs tu me fais sur ordi, après ça c'est en fonction de chaque prof aussi, soit ils veulent du coup une feuille pour le devoir, alors l'élève peut donner une clé USB avec les devoirs. La clé USB c'est peut-être un peu plus compliqué, moi ce que je leur conseille c'est de l'imprimer si c'est possible, et puis le colle dans leur cahier, comme ça le prof il voit que l'exercice est fait. D'accord. Et il a pas à gérer. Alors justement, comment ça se passe, toutes ces décisions-là, en fait, comment ça se passe, qui décide de quoi? Souvent, les parents arrivent, alors c'est je pense, la demande la plus fréquente en ergothérapie, parce qu'on ne connaît pas encore très bien les champs de compétences. Et souvent, c'est souvent l'enseignant référent qui va dire il y a des problèmes en graphisme, allez voir l'ergo pour l'ordinateur. Et alors, des fois,
C'est parce que du coup, alors des fois j'ai des parents qui sont pas trop chauds, alors ils attendent 1 an, 2 ans, et puis ils viennent, et puis ils me disent ah bah ok, maman on est prêt pour l'ordinateur, puis je leur dis bah non, en fait, je pense pas que ça soit la meilleure chose pour votre enfant. Et alors là, grosse désillusion. Et puis, on peut leur proposer, ça leur parle mieux, et ils disent pourquoi on n'est pas venu plus tôt. Et puis, je sais plus ce que je voulais Alors dire. par exemple, Ouais. ouais, mais alors justement, un Ouais. exemple, pourquoi là, en fait, finalement, ce serait plus le bon moment? Juste en fait pour que les gens en fait arrivent à se représenter. Comment ça se fait que par exemple 2 ans après, finalement, en fait, ça soit pas le bon moment pour. Alors, c'est pas le bon moment, c'est que c'est Enfin, pas forcément la le priorité. profil Ah, ok. idéal pour, pour l'outil en fait. Parce que c'est un enfant qui va être très impulsif et que peut-être dès qu'il va être un peu en colère, il va lancer le stylo, l'ordinateur comme il pourrait lancer un stylo. Sauf que voilà, c'est pas tout à fait la même fragilité et le même prix. Un enfant qui va perdre très souvent ses affaires, donc s'il perd tous ses. Enfin, ouais, si la maman elle achète je sais pas, un stylo toutes les semaines, c'est pas très grave. S'il oublie son ordinateur en plein milieu c'est un petit peu plus compliqué. Et puis des enfants, des fois, effectivement, s'il y a des troubles exécutifs qui vont pas du tout pouvoir gérer l'environnement informatique seul, donc au final. L'ordinateur, parce que tu avais parlé des prix des logiciels. L'ordinateur, ça va à la charge de qui? Alors, l'ordinateur, il y a plusieurs possibilités. Soit les personnes ont un dossier MDPH, maison départementale des personnes handicapées. Et donc, en fait, on va envoyer tout un dossier à la MDPH, voilà, ou poursuivre le dossier qu'il y a déjà, Ouais. avec cette demande, et eux vont notifier qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas. Et l'éducation nationale, après, pourra fournir un ordinateur. Ok. C'est une des possibilités. D'accord. L'autre possibilité, c'est d'acheter soi-même l'ordinateur, de donner la facture à la MDPH qui en remboursera une partie ou l'intégralité selon ce qu'ils jugent. Et puis peut-être l'ordinateur, la MDPH va pas forcément rembourser un Mac en totalité, et remboursera peut-être une partie en disant ok, voilà, mais vous prenez un ordinateur super cher, on va pas vous l'offrir quoi. Après, autre possibilité, c'est d'avoir un ordinateur sous un PAP, c'est possible. Mais du coup, là, il n'y aura pas la MDPH et cette notification, donc ça sera totalement en charge de la famille. Après, les logiciels, c'est vrai qu'ils ne sont pas donnés. Un ordinateur, ça ne l'est jamais non plus, mais pour faire du traitement de texte, il n'y a pas besoin d'un ordinateur de gamer. Tout ce qu'on va lui demander, c'est plutôt d'être léger parce qu'il va falloir que l'enfant le transporte. Donc si c'est un ordinateur d'il y a 10 ans qui pèse 10 kilos, c'est pas possible. Et la batterie tienne bien, parce qu'il va falloir quand même tenir à peu près la journée de cours, sachant qu'il n'y a pas forcément une prise à disposition juste à côté de l'enfant, et qu'on peut pas mettre des multiprises dans tous les sens. Donc, voilà, parce que souvent il y a l'imprimante aussi. Enfin, moi je sais, il y avait un patient que j'accompagnais. Il avait son ordinateur, alors il avait la prise lorsqu'il en avait besoin, et puis à côté il y avait aussi une imprimante. Ah non, c'est rare. Ah bah ouais, j'avais ça. Donc il pouvait imprimer en cours pendant le. Non, moi j'en ai jamais en tout cas. Sachant que si c'est des formats PDF, on peut les modifier. Enfin, les modifier non, parce que c'est le propre du PDF, mais on peut ajouter des notes par-dessus. Donc je leur apprends plutôt ça. Je vois pas trop dans quel cadre. Mais pourquoi pas. Non, ça peut arriver, ça peut arriver. Après, oui, souvent ils donnent la clé à l'enseignant avec leur contrôle ou c'est plus ça. Ok, du coup, tant mieux. Vraiment dans le cadre des contrôles, quoi. Après, assez peu à côté. Donc, tant mieux. Ouais. Par rapport à l'âge justement, alors même si effectivement il n'y a pas forcément de. Mais on discutait donc la différence qu'il peut y avoir entre le fait de préconiser donc un ordinateur pour un enfant qui est en primaire et finalement un ado qui est au collège. Dans l'accès, oui, alors, dans les facteurs qui vont jouer aussi, effectivement, il va y avoir aussi l'envie de l'enfant, parce qu'on va lui dire ça peut être bénéfique pour toi, mais est-ce que lui a vraiment envie d'avoir un ordinateur en classe? Il a quand même son mot à dire. Et souvent, pour des ados, c'est pas évident, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de se démarquer des autres. C'est une période où c'est compliqué. Oui. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir entendre et pas forcément le forcer, parce que de toute façon, s'il veut pas, il veut pas.
et attendre un petit peu qu'il ait une maturité et une envie autre, et puis qu'il l'accepte. Et puis proposer d'autres aménagements en attendant, il y a d'autres choses qu'on peut proposer. Donc, Bah, c'est vrai que alors que ce soit l'ordinateur ou même d'autres aménagements, hein, les ados que je vais avoir en face de moi, avec où en tout cas il existe cette question de mais alors est-ce il doit avoir ou pas par exemple donc l'ordinateur en classe. Euh, Mon discours en tout cas c'est alors il faut qu'il soit actif forcément de sa prise en charge. C'est un ado donc en gros en fait il doit participer aux équipes éducatives, il doit être au courant de pour cet enfant, mais ce n'est pas lui qui décide. C'est qu'en fait on entend ce qu'il a conseil aussi par rapport à ce que nous savons, par rapport à ce qui serait le mieux pour lui. Et en même temps, je lui dis bien, bon, après ça c'est moi, hein, ça n'engage que moi, que ce n'est quand même pas lui qui décide. Donc, encore une fois, on comprend, on suit, on respecte, on échange, on discute. Mais le tout après, c'est de voir voilà, qu'est-ce qui serait le mieux pour lui, parce que bah, par définition, quand même, voilà, il soit mal à l'aise devant le reste de la classe, ce qui est tout à fait compréhensible. Pour l'instant, en tout cas, voilà, c'est ça, c'est qu'il en a besoin, il n'a pas encore cette maturité au niveau de la réflexion pour savoir réellement ce qui serait bien ou pas pour lui, forcément, parce qu'il ne sait pas du coup ce que ça va donner. Après, le biais qu'on a peut-être nous, c'est que du coup, un collégien, enfin un ado, souvent ça va passer par un suivi où en fait on va un petit peu l'accompagner. Il va pas utiliser son ordinateur tout de suite parce que souvent en fait sa vitesse de frappe sera pas assez bonne pour pouvoir suivre des cours. Et puis il faut quand même qu'il essaye un petit peu les logiciels et qui se les approprie. Et en fait, s'il ne veut pas, c'est là où ça va coincer, c'est sur cet apprentissage-là. Et en fait, il va pas le faire. Et du coup, bah, ça va durer très longtemps ou ça marchera jamais en fait. Alors justement, normalement, c'est à peu près combien, je dis normalement, mais généralement, c'est quoi? C'est des séances de combien de minutes? Et est-ce que c'est une séance par semaine? Est-ce que c'est deux? J'imagine que ça dépend du profil du patient, mais globalement, en fait, pour avoir une amélioration au niveau de cet apprentissage-là, faut compter combien de séances? Faut compter combien de... Alors, souvent, c'est une séance par semaine de 45 minutes, ce que font la plupart des ergothérapeutes. Après, en fait, on fait vraiment pas que ça. Je pense que c'est plus peut-être les accompagner, parce que clairement, c'est pas en utilisant un outil d'aménagement qui leur est utile au quotidien dans un cabinet que ça a un réel intérêt. Donc, moi, j'essaie plus d'accompagner le jeune et ses parents sur voilà, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les prérequis et comment le travailler, quel logiciel installer, qu'est-ce qu'il faut regarder, voir un petit peu où ils en sont, faire peut-être quelques exercices de mise en page, mais c'est vraiment pas toute la séance. Ça va, ou alors s'il y a vraiment que ça comme je dis, ça peut arriver parce que des enfants dyslexiques, dysorthographiques, moi j'ai pas de rééducation à leur proposer, mais du coup ça va être des suivis assez courts, ou alors peut-être je vais pas aller voir régulièrement. Après, tu attends certaines choses de leur part aussi à la maison? Enfin, est-ce c'est ça. Et du coup, je vais leur demander, de toute façon, moi ce que je leur demande, c'est de travailler au moins 10 minutes par jour. Je leur dis 10 minutes, on peut trouver. Par contre, il faut prendre la peine de les trouver. Ou voilà, ils vont faire peut-être une série de dactylographies par jour, mais déjà, mis bout à bout, bah, ça fera pas mal, et puis ça va vraiment leur permettre de progresser, parce qu'une fois par semaine, c'est pas suffisant. Mais peut-être finalement, dans toutes les rééducations, je pense que si les choses qui sont travaillées restent au sein du cabinet, oui, on n'avance pas en fait. Et puis le but c'est de le retranscrire, parce que s'ils savent très bien utiliser leur ordinateur au cabinet, bah, c'est cool, mais c'est pas le but. Mais du coup, voilà, faire ces exercices de dactylo, puis une fois qu'ils s'en sortent bien, qu'ils connaissent assez bien le clavier. Alors le but c'est pas forcément qu'ils sachent taper à 10 doigts, mais qu'ils le tendent de plus vers ça, parce que c'est ça qui finalement fera que la vitesse sera meilleure. Et du coup, une fois qu'ils connaissent quand même assez bien le clavier, je leur demande des fois de faire leurs devoirs en fait, tout simplement dessus, parce que ça va pas leur demander du temps supplémentaire.
Mais déjà, ils s'entraîneront et puis ils vont rentrer un petit peu là-dedans avant de le mettre vraiment en place à moment. Et quand on le met en place, c'est rare qu'on le mette dans toutes les matières d'un coup. On prend une ou deux matières et puis on voit déjà comment ça se passe. Et puis si ça se passe très bien, on l'étend assez rapidement aux autres. Mais jamais tout d'un coup. Enfin, en tout cas, moi, je fais jamais tout d'un coup. Alors là, du coup, plusieurs remarques. Effectivement, donc, le but, c'est pas non plus que l'enfant sache taper tout de suite en fait, avec ses 10 doigts. Alors après, moi, par exemple, je l'ai vu sur pas mal d'ordinateurs d'enfants qui bénéficient donc de cet aménagement-là. C'est tu sais, des aides. Ouais, oui, alors des caches, moi je fais ça des aides, mais pour effectivement en fait, mieux situer la position des lettres. Et ça, j'imagine que de toute façon, ça qui va dire bah voilà les lettres qui sont de la couleur bleue il faut que tu utilises ton petit doigt, les lettres avec la couleur verte ça doit être l'index, ce genre de choses. Est-ce que alors ça c'est une question mais c'est parce que la plupart du temps aussi je vais voir que l'ergothérapeute qui va mettre en place donc l'outil informatique, ça peut arriver que finalement en fait l'enfant mise tout et l'ergo en fait finalement mise tout sur juste l'ordinateur et du coup à côté ne propose pas forcément quelque chose pour travailler l'écriture, pour travailler le graphisme. Est-ce que toi, par rapport en fait, à ça, c'est quoi? Est-ce que toi, tu t'es dit, bon, l'ordinateur, finalement, c'est pour que l'enfant puisse compenser au mieux dans le contexte scolaire, pour qu'il ne soit plus mis en échec, mais est-ce qu'à côté, il faut quand même ou pas travailler l'écriture? Ça dépend vraiment des cas. Moi, je fais un bilan assez global. On pourra y voir l'écriture. Voilà, peut-être là, c'est l'organisation, ça pourrait peut-être travailler sur le personnel. Juste des fois, il y a des ados qui ont des trucs qui font que ils peuvent même pas forcément se laver sans que les parents vérifient si ils sont bien séchés, si il n'y a pas la moitié du shampoing qui reste dans les cheveux. Donc des fois, ça dévie complètement peut-être de l'ordinateur, mais c'est quand même important. Donc à voir en fait quelles sont eux la priorité et sur quoi ils veulent évoluer. Et sur la question de l'ordi et du graphisme, des parents où il y a eu des années et des années de rééducation avec une graphothérapeute ou une psychomotricienne et en fait ils n'en peuvent plus des rééducations et dans ce cas-là voilà ça peut leur être proposé. Après si eux ils en sont complètement ils ont fait une overdose, peut-être ça peut être intéressant, mais s'ils peuvent plus s'y investir, ça sert à rien ça sert à rien en fait. Et du coup, je pense qu'il faut aussi faire par rapport à ce que les gens aspirent aussi. Leur donner les possibilités, après aussi eux, la volonté qu'ils ont derrière et ce qu'ils veulent éventuellement mettre en place et aussi ce qu'ils accordent au graphisme, parce qu'il y a des gens, c'est très important pour eux, et puis d'autres, ils voient qu'ils plantent de professionnels adultes grave. Priorité pour eux d'avoir une belle écriture. Et que tout le monde le dit, oui, c'est vrai, c'est pas grave. Ouais. Enfin, moi j'ai une écriture qui est horrible. Et apparemment, c'est pas grave. Et du coup, en fait, par rapport aux âges, alors c'est vrai que là, c'est limite même peu importe le profil du patient, mais c'est souvent, on le voit, qu'un enfant qui a eu déjà quand même pas mal de prise en charge durant la petite enfance, en cas durant l'âge en primaire, une fois arrivé au collège, il veut arrêter, il veut faire un break, il veut juste avoir en fait une année tranquille. Alors après ça c'est finalement ça c'est chacun aussi effectivement par rapport à la réceptivité du patient. Moi ce que je voulais dire c'est alors on a parlé des enfants qui donc pouvaient être éventuellement réfractaires à l'idée de mettre en place l'ordinateur en classe. Il y a aussi l'inverse, il y a les enfants qui se disent chouette l'ordinateur. Je vais avoir un ordinateur, je vais pouvoir jouer à Minecraft toute la journée dessus. Voilà. Et non. Et qui ne quittent plus du coup leur ordinateur. Et qui finalement en fait restent tout le temps avec et ça c'est aussi intéressant de l'évaluer. C'est vrai que pareil du coup la façon dont on va l'évaluer, un enfant qui déjà va être très addict aux écrans, pour peu qu'en plus il ait un trouble déficitaire de l'attention, on sait que c'est une population qui est plus amène à développer des addictions. On va se poser quand même deux fois la question parce que après
est-ce que les parents aussi ont la possibilité de vraiment contrôler? Est-ce que l'enfant va pouvoir gérer ça? Est-ce qu'il comprend bien les enjeux de pourquoi on le met et pas juste chouette, je vais avoir un ordinateur? C'est des choses à prendre en compte aussi. En tout cas, toi tu invites vraiment les parents à contrôler justement. Tu dis que c'est important que les parents aient un regard quand même sur ce que finalement l'enfant fait avec cet ordinateur. Bah oui, déjà de toute façon, je pense que voilà, ça reste des enfants, même si c'est des ados ou des primaires. De toute façon, ils ont besoin d'aide. Donc je pense que de toute façon, même si on a un petit peu le nez dans le nez devoir, on le voit. Donc ne serait-ce voir si l'ordinateur, il y a des fichiers de partout et on ne sait même plus où trouver quel fichier. Là, je pense qu'ils ont aussi leur rôle à jouer pour aider leur enfant à s'organiser un petit peu ou en prendre conscience qu'il faut faire quelque chose. Et après, mais je pense maintenant les écrans sont tellement prégnants dans notre vie et les enfants ont accès à tellement de choses que je pense que ordinateur ou pas ordinateur, oui, j'invite les parents à vérifier et surtout peut-être discuter ne serait-ce que discuter avec les enfants sur potentiellement ce qu'ils ont pu voir, qu'il y a pu qu'ils n'auraient pas dû voir. Oui. C'est s'intéresser intéressant aussi, à s'intéresser finalement en fait à cet outil parce que donc c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le discours de ça c'est ton ordinateur et du coup je te laisse tranquille pour vous travailler avec ça. Non, c'est avant tout un outil de compensation qui doit rester individuel parce que des fois j'ai vu ah ben non j'ai pas pu travailler parce que il y avait mon petit frère dessus puis après il y avait mon grand frère. Ben non en fait, si c'est Becky parce qu'il s'est cassé la cheville, il a besoin de se déplacer, ben on lui laisse même si c'est très attrayant et qu'il n'y a peut-être pas 50 ordi à la maison, bah c'est un outil de compensation et ça doit rester individuel mais ça n'est pas toujours. Et puis, après effectivement c'est pas un outil de loisir, ça reste vraiment dans le cadre scolaire. Après, je dis pas, on peut peut-être aller regarder la météo dessus, mais le but c'est pas d'installer des jeux vidéo dessus. Et sachant que souvent c'est pas des ordinateurs, en tout cas ceux qui sont donnés par l'éducation nationale qui peuvent tourner sur des jeux vidéo, quoi. Ou un ou deux, mais vite ils vont ramer. Donc en fait, t'invites donc les parents à contrôler quand même, à s'intéresser à l'ordinateur, ne serait-ce que pour savoir voilà, un petit peu ce que l'enfant fait, surtout que ça serait dommage en fait que du coup l'enfant qui normalement doit avoir plus de difficultés à pouvoir gérer ses envies, à réguler un petit peu ses envies, soit puni. Parce que il l'utilise à mauvais escient. Ça arrive aussi que les profs disent rapidement tentant. Oui, c'est ça. Là, à ce moment-là, l'enfant ne prend plus en note le cours, mais en fait en profite pour jouer ou ce genre de choses. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est fonctionné par rapport à ça, alors que finalement, il a fallu avoir l'ordinateur pour que l'enfant puisse suivre correctement le cours. Est-ce que. Alors, du coup, ça c'est pour l'ordinateur. Est-ce qu'on parle ou pas du lycée? T'as vu ça comme ça C'est un peu comme ça, mais c'est pas ça. Du coup, oui, quand l'ordinateur n'est pas forcément envisagé parce qu'il y a peut-être d'autres objectifs avant, même si voilà, tout le monde souhaite quand même que ses enfants aient quand même les cours et puissent quand même finir ses contrôles, il y a quand même d'autres choses à mettre en place. Et puis le temps que l'enfant acquiert aussi et mette en place l'ordinateur à l'école, ça peut durer, c'est toujours plusieurs mois. Tu demandais le temps. Un enfant qui vraiment est quand même très à l'aise, n'a pas forcément des gros troubles, ça va quand même mettre 2-3 mois, je dirais, pour vraiment le mettre en place de façon efficace en cours et terminer. On se voit plus en argot dans ce cadre-là. Mais il y a des enfants, surtout quand ils ne veulent pas. Moi, ça m'est arrivé de les garder 3 ans et de dire au bout d'un moment, stop. Wow. Quand j'étais jeune diplômée. Et puis un jour, j'ai dit, bah non, mais en fait, j'encaisse de l'argent tous les mois, mais quel intérêt? Stop. Alors après, de ce que j'ai vu aussi, c'est que alors, effectivement donc, ça peut mettre pas mal de temps avant de pouvoir mettre de façon officielle en place l'outil informatique au sein de l'établissement scolaire. Mais parfois, ça peut arriver aussi que parce que le prof est sympa et compréhensif et parce que la famille a à disposition un ordinateur pour pouvoir prêter à l'enfant et que l'enfant
parvient quand même en fait à gérer. Le prof dit, ok, bon, là l'enfant il a le droit en fait d'utiliser l'ordinateur en classe. Mais bon, c'est le temps que finalement en fait, ça soit vraiment mis en place de façon officielle et que C'est quand même rare. Ouais. j'ai déjà vu. Tant mieux. Moi par contre, ouais, j'ai vu des Non, choses mais rares tant du mieux, coup. hein. Mais Et donc, dans les autres possibilités, il y a les réglettes scanner, c'est intéressant, mais c'est tout petit, hein. On n'a pas l'échelle là, mais c'est de la taille d'une règle et c'est tout léger. ah oui, ouais. Et en fait, ça permet de scanner en fait, les cours rapidement, en quoi 5 secondes. Donc, on peut prendre voilà, le cours sur un copain et en fait, il y a une carte mémoire dedans. Et donc, le soir, s'il y a un ordinateur à la maison, de mettre les cours dessus et puis du coup de travailler sur l'ordinateur à la maison. Où est-ce que ça s'achète ça? C'est sur. Alors, dans tout ce qui est bureautique, en fait, il y a beaucoup d'outils de compensation qui finalement ne sont pas en fait, du champ du handicap. Ça, en fait, c'en est pas un. Parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin de scanner. Donc ça, sur Internet, ça coûte à peu près 90, 130 euros. D'accord. Voilà. Après, il y en a d'occasion. Oui. Donc, possibilité aussi. Et après, en termes d'adaptation, moi, je demande aux profs des fois qu'ils aient peut-être des exercices optionnels ou s'ils ont le temps, ils les feront. Mais du coup, adapter le barème. Le but, c'est d'évaluer le savoir de l'enfant. Donc, il n'y a pas forcément besoin qu'il fasse, je ne sais pas s'il est évalué sur des divisions. S'il fait 3 divisions et qu'elles sont bonnes, tant mieux, et vaut mieux ça peut-être, plutôt qu'ils disent oh là 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 là, mais j'aurais pas le temps, et donc qu'ils fassent n'importe quoi, et qu'en fait, du coup, il se plante complètement, et c'est pas qu'il savait pas, c'est qu'il s'est dit, mais il faut que j'aille vite, et puis il va paniquer, et puis finalement, c'est pas qualitatif, vaut mieux qu'il, voilà, comme on sait qu'il a une lenteur sur l'écriture, ou qu'il a besoin peut-être de faire de pauses, parce que ça lui fait mal, ou que ça va être mal écrit, peut-être qu'il prenne un petit peu plus de temps et pour se concentrer là-dessus, qu'il en fasse moins mais que ça soit bien fait, ou sur des contrôles de connaissances. Je sais pas si c'est un contrôle d'histoire, si le but c'est d'évaluer l'expression, la façon de rédiger de l'enfant, si c'est juste un contrôle de connaissances, peut-être qu'il peut juste marquer la réponse, il n'y a peut-être pas besoin de faire une phrase, je sais pas, la capitale de la France est Paris, juste Paris. Il gagne un temps énorme. Et c'est juste en fait des petites choses, et en plus ça pour le coup ça demande rien aux enseignants en fait, c'est juste avoir cette indulgence, mais ça leur demande pas de travail en amont, ou contrairement peut-être à l'ordinateur, où peut-être ils ont un poly qu'ils utilisent je sais pas depuis quelques années, et où là il faudrait qu'ils retapent le cours, qu'ils le mettent sur une clé, ça leur demanderait peut-être plus. Voilà, là honnêtement ça leur demande vraiment rien, donc ça c'est extrêmement important, donc ça veut dire que finalement alors tout est possible à partir du moment où on discute avec les différents intervenants autour du principal intéressé, hein, donc autour de l'enfant, que ce soit professionnel, prof et parents, et puis du coup aussi enfant, lorsqu'il est assez grand pour pouvoir comprendre certaines choses. On discute et on voit en fait finalement ensemble quelles seraient les possibilités. Et puis aussi, du coup, et là c'est pour rebondir par rapport à est-ce que c'est vraiment judicieux ou pas, par exemple, de mettre en place l'outil informatique, la priorité. La priorité, à un moment donné, en fait, est-ce que là, du coup, à ce moment-là, ça serait intéressant de mettre en place ou pas l'outil informatique. Est-ce que alors là déjà vous avez des questions? Oui. On n'a pas trop regardé. Enfin, moi j'ai pas trop regardé. Il n'y avait pas de questions. Il y avait des petits. Alors effectivement, du coup, c'est juste pour répondre à Charlotte. Donc non, on n'est pas jeudi, mais c'était désolé. En tout cas, moi perso, ça m'arrangeait pour cette semaine que ce soit ce soir. Donc, mais bon, comme d'habitude, hein, la vidéo est postée et vous pourrez la revisionner. On répondra à vos questions de toute façon, même si c'est revisionné plus tard. Enfin, je regarderai dans la semaine. C'est vrai. Ouais. Effectivement, les personnes peuvent laisser leurs questions en commentaire, et à ce moment-là, du coup, si Elise peut répondre aux questions, ça serait super. Mais bon, là, c'est du coup, en fait, c'est juste si jamais là il y a des questions comme ça qui vous viennent, du coup, c'est avec plaisir qu'on répond. Après, tu me parlais de l'âge, peut-être sur la rééducation. Je reçois aussi beaucoup d'enfants qui ont des troubles visuels.
où là, malheureusement, on sait qu'il n'y aura pas de rééducation possible, a priori. Enfin, c'est une acuité qui n'est pas bonne dès la naissance et qu'on ne peut pas Donc ça va être récupérer. compliqué. C'est que souvent, dans des maladies génétiques, Mhm. là, on ne se pose même pas la question. En fait, c'est très très tôt. Mais voilà, pas avec les mêmes objectifs. Ça va être plus sur la taille des caractères. Et de toute façon, ils sont en incapacité de voir même la ligne pour écrire. Donc, voilà. Ouais, donc c'est aussi possible de. Alors, soit Mhm. on fait appel à des logiciels, ou alors c'est tout simplement si c'est ce qu'il y a déjà sur l'ordinateur, Ouais, souvent de il n'y a même pas grossir les besoin caractères. voilà, de grossir les caractères et d'avoir des descriptions. En fait, souvent les gens ne connaissent pas, mais il y a tout un, si on va sur Windows ou sur Mac, tout un panel accessibilité. Où il y a quand même déjà un grand panel de possibilités Et, sur l'agrandissement, sur les voix off, des choses comme ça. ah. Et ça fait Mm. partie donc des aménagements en fait Ouais, possibles. voilà, c'est C'est-à-dire ça. qu'on peut très bien en fait demander ça. Ouais, Et puis après, du coup, l'enfant en fait, pourra travailler dans de meilleures conditions, en tout cas des conditions tout à fait. adaptées Ouais, ouais, en classe. Et là, du coup, peu importe que Mm. ce soit en classe ordinaire, en Ulysse, Mm. c'est possible de Mm. pouvoir faire appel à ces Bien sûr. aménagements. Après, voilà, c'est toujours, je pense, les parents qui nous regardent savent que voilà, tous les aménagements, des fois, c'est compliqué de les faire appliquer. Et peut-être surtout au collège, comme il y a plein d'enseignants, surtout au début de l'année, je pense, c'est vrai que les profs, ils ont beaucoup de nouveaux élèves, ils apprennent pas qui a un PAP, qui n'en a Mm. pas, ils l'apprennent pas par cœur. Donc je pense que c'est intéressant peut-être des fois de faire de rencontrer au moins le prof principal et dire au fait, voilà, il a telle et telle difficulté, il y a ça qui a été mis en place, parce que vous pouvez relayer aux collègues. Oui. Voilà, puis même l'enfant en fait, souvent voilà, on lui donne pas forcément cette. Mais voilà, de dire bah non, enfin le prof est interdit, mais non, mais explique-lui en fait. Et ça peut C'est vraiment en passer. fait un travail Ouais, d'équipe, ouais, j'ai l'impression, ouais. hein, où il faut Mm, encore une fois mm, expliquer à l'enfant, il faut d'abord aussi rassurer l'enfant en lui disant que t'inquiète pas, il n'y a rien qui sera pris, enfin il n'y a aucune décision qui sera prise sans t'en avoir parlé. On peut même aller jusqu'à sans ton accord en essayant de faire le maximum pour que l'enfant derrière après soit d'accord finalement à ce que nous adultes on préconise pour lui. Mais effectivement, mieux vaut en fait toujours quand même privilégier la communication avec le corps enseignant parce que ça ne peut pas porter préjudice à l'enfant que de Non, puis communiquer des fois, avec c'est des pas enseignants. forcément C'est qu'ils l'inverse qu'ils veulent pas. Alors après, voilà, il y a des enseignants toujours qui, dès qu'ils vont être très ouverts et qui vont s'impliquer, qui même vont proposer peut-être même eux des aménagements qui vont être très pertinents, puis d'autres qui vont être un petit peu plus réfractaires Ouais. dans tout métier, je pense. Après à partir du moment où c'est formalisé dans un PAP, dans un PPS, PPRE, tout ce qu'on veut, c'est un droit, donc il doit être respecté, qu'on le veuille ou non. Et puis ça ne doit pas du tout sanctionner l'enfant, évidemment, heureusement. Non, c'est ça, parce que Et c'est l'inverse, c'est que c'est oui, bien dommage sûr, que ouais, l'enfant ouais, soit ouais. Mm. sous-noté par rapport à certaines Ouais, choses que de toute tout à façon, fait, pour ouais. l'instant, il n'est pas capable de faire. Et Donc, souvent, si les profs le font pas, c'est pas forcément parce qu'ils n'ont pas envie de le faire ou qu'ils sont réfractaires, c'est des fois juste parce qu'ils le savent pas en fait. oui, Ils arrivent, c'est une nouvelle année, ils ont, je sais pas, 100 nouveaux élèves, ouais, voilà, il suffit que. Après, ouais, je comprends, si un enfant il sort son ordinateur, il dit bah non, enfin, pardon. Mais s'il lui dit bah non, en fait, j'ai un aménagement et ça fait partie de mes aménagements, ouais, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. donc c'est plutôt quand même encourageant comme discours. Ouais. Ouais. À partir du moment où ça passe par la communication, c'est quand même plutôt encourageant. Mm. Est-ce qu'il y avait autre chose sur lequel tu voulais revenir par rapport à l'outil informatique? Il y a tellement à dire sur l'ergo en général, mais. Ah bah l'ergo en général, ça c'est ouais, ça il y aura beaucoup Je de choses pense à qu'il dire. faut vraiment retenir, voilà, c'est un aménagement, c'est pas. Voilà, c'est pas un suivi en soi. Et une compétence seule de l'ergothérapie. Tu vois, je pense qu'il y a plein de choses qui est possible et plein d'aménagements qui sont possibles, il ne faut pas se restreindre qu'à ça. Et que ça offre pas mal de possibilités, mais que voilà, sur certains profils d'enfance, ça peut aussi effectivement plus les embêter qu'autre Les chose. embêter, ouais. Si voilà, tous les paramètres ils sont pas sur la motivation pour le mettre, sur les troubles qui pourraient voilà, faire que ce serait un petit peu compliqué. Et puis voilà, peut-être sur les objectifs, que voilà, l'objectif c'est pas forcément. Enfin, on peut pas pour
tous les enfants avoir justement cette autonomie totale en fait. Qu'il y a des enfants, voilà, ça ne remplacera peut-être pas forcément une aide humaine. Ça peut être intéressant, mais ça ne le remplacera pas. Alors après, c'est pour ça que lorsque moi je vois, donc tu sais, tu as parlé de pas mal de raisons finalement en fait, qui peuvent amener à ce que derrière il y ait l'outil informatique de mis en place. Ouais. Lorsque je vois l'une de ces raisons-là, j'invite toujours les parents en fait, à faire un bilan ergo, de se rapprocher en cas d'un ergo. Exactement. Et aussi finalement en fait, de rester attentif à ce que l'ergo propose et à ne pas hésiter en fait, à solliciter aussi l'ergo pour savoir un peu ce que l'ergo pense. Peut-être pas non plus chaque semaine parce qu'il faut aussi laisser le temps aussi que l'enfant puisse montrer qu'il est capable de pouvoir progresser, mais on va dire tous les X mois de voir l'évolution, quels sont les objectifs actuels du professionnel, qu'est-ce qu'il souhaite faire passer en priorité par rapport à l'enfant. Donc c'est toujours en fait important de pouvoir maintenir cette communication aussi entre les parents et les professionnels. Je pense dans toute rééducation et tout quoi, voilà, surtout avec des enfants de partenariat entre les parents et l'enfant. Finalement, c'est eux qui font un peu la coordination des soins, de ce qui se passe à l'école, de la maison. C'est vraiment un rôle à part entière qui est vraiment clé. Donc évidemment, ouais. Ouais, parce que parfois dans la réalité, c'est que soit le professionnel n'a pas le temps, en tout cas ne prend pas le temps malheureusement. Il y a aussi beaucoup de parents qui n'osent pas finalement en fait, poser les questions tout à fait légitimes aux professionnels en disant là ça fait 1 an que je fais de l'ergo, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que du coup vous comptez faire encore et tout. Donc il faut vraiment pas hésiter en fait, à échanger avec le professionnel qui accompagne votre enfant. Merci Cindy aussi pour tes commentaires enfin tes remarques. Et alors est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles où on laisse un petit temps si jamais les personnes ont des questions? Peut-être à rajouter, j'ai des confrères qui ont écrit un livre justement sur l'outil informatique. Je le mettrai dans les commentaires. Je n'ai pas exactement la référence là, c'est dans la collection Mille et une idées. Donc il y a sur l'outil informatique. Quelle belle collection. Et plus généralement sur l'ergothérapie, il y en a un qui va sortir en décembre. Qui s'adresse aux parents, aux enfants, aux ergothérapeutes, aux professionnels de santé. Cadeau de Noël. C'est ça, qui a été fait par 2 copines qui ont fait un super travail bibliographique. Donc j'ai eu la chance de relire 2 chapitres. Super. Et il s'annonce vraiment chouette, donc j'ai hâte de lire les autres. Écoute, à ce moment-là, volontiers, marque en commentaire, comme ça les personnes ça peut être des ressources intéressantes. Mais effectivement, peut-être même, quand on y songe, peut-être déjà lire le livre sur cet outil informatique, les questions à poser, un petit peu ça peut être intéressant, je pense. Oui, parce que c'est un outil qui finalement peut être vraiment, vraiment bénéfique pour l'enfant, mais ça nécessite quand même une prise en charge, une réflexion. Il y a l'apprentissage, il y a le fait de mettre l'aménagement en place, d'en parler au professeur, et puis il y a toute la logistique derrière pendant la pause déjeuner, que va devenir l'ordinateur, donc est-ce que ce sera la vie scolaire qui va le mettre, est-ce qu'on le met dans le casier au risque que ça risque quand même est-ce que l'enfant l'amène avec lui mais elle va se faire chahuter, est-ce que l'ordinateur risque de se casser. Il y a toute une réflexion à faire en termes d'organisation en tout cas. Sachant que c'est vrai que c'est compliqué d'investir quand même dans un ordinateur si au final il ne sert pas, c'est quand même dommage. Ouais, c'est sûr. Donc je pense que c'est intéressant peut-être de se poser sur ce livre, voir un petit peu aussi ce qui existe et ce qui est possible. Et je pense que c'est... je pense que ça va servir à pas mal de familles. Tout à fait. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Non, c'est bon, ok, super. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va continuer de manger des gâteaux. Ça marche. Merci Élise pour toutes ces informations. Merci aussi pour ce partage d'expérience. J'espère que du coup ça a servi à pas mal de familles. N'hésitez pas à partager encore une fois, comme ça en fait en espérant que ça puisse servir à un maximum de personnes, voire même en fait en fonction des différentes thématiques. Peut-être même en fait directement les ados, parce que ça peut toujours être aussi utile, je pense,
même directement en fait, à certains ados d'avoir aussi ces informations-là parce que Tout à bah, fait, finalement on construit aussi avec eux. Cindy demande les tablettes Ah, aussi. les tablettes. Alors, ça peut être intéressant. Parce que je En parle de chocolat. plus, non, ça fonctionne très bien. En plus, il y a des écoles où en fait, ils sont équipés d'iPad, de plus en plus. Après, alors ça peut être bien, mais c'est vrai qu'une tablette, souvent, c'est quand même assez petit. Donc, pour toute la journée, c'est peut-être un petit peu compliqué. Et en fait, une tablette, à la base, je pense que c'est fait plus pour être utilisée sur un petit temps Ouais. que 8 heures. Je pense qu'elle va 8 heures. vite chauffer. Et le problème, c'est que les tablettes, souvent, il n'y a pas forcément de port USB. Du coup, il va falloir penser sur les adaptateurs. Enfin, ça fait beaucoup, je trouve, de périphériques à installer dessus. Mais ça peut quand même être intéressant, effectivement, surtout si c'est déjà mis en place. C'est une possibilité. Ça dépendra, je pense, des objectifs et puis voilà, de ce qui a été mis en place un petit peu. Mais c'est vrai que dans un premier temps, je le propose pas forcément. Mieux vaut quand même utiliser Ouais. l'ordinateur. Si on peut faire appel à l'ordi, mieux vaut faire. Enfin, si on peut utiliser l'ordinateur, autant En utiliser même temps, une l'ordinateur. tablette, il y a aussi beaucoup de possibilités. Donc c'est vrai que. Mais après, rien n'empêche effectivement d'avoir les deux, mais c'est vrai que ça rajoute un peu au cartable. Ça rajoute. Mais, Après, c'est vrai qu'à la maison, en tout cas, les enfants, maintenant, j'ai l'impression, ils se familiarisent plus avec les tablettes parce qu'ils jouent plus sur les portables ou sur les tablettes que sur l'ordinateur. Ouais, Mais c'est après, je pense, hein, c'est encore une question de qu'est-ce qui est le plus courant, en fait, qu'est-ce qui est le plus commun. C'est que l'écriture, bon, forcément, en fait, on veut que l'enfant arrive quand même un minimum à écrire parce que il va y arriver forcément des moments de sa vie où il va devoir écrire un minimum. Je sais pas en fait, si aujourd'hui les ordi sont encore plus. Enfin, c'est plus facile en fait d'avoir accès à un ordinateur qu'à une tablette. Peut-être qu'il y a ça aussi qui joue. Je sais pas, après c'est vrai que pour travailler, enfin je sais pas, même en tant qu'adulte, enfin je sais pas, des gens notamment qui nous écoutent, qui ont des travails où ils travaillent toute la journée sur des ordinateurs dans un bureau, est-ce qu'ils se verraient travailler toute une journée sur une tablette? Je ne sais pas. Ce serait une possibilité, c'est peut-être très intéressant de pouvoir. Après il y a des écrans tactiles aussi sur les ordinateurs, mais je pense que ça pourrait vite chauffer, être quand même assez petit, et puis c'est quand même un petit. Bon, ils ont des petites mains aussi, mais. Ouais, en fait, c'est pas forcément Mais, adapté pour une journée de cours. Ouais, je pense que dans le cadre du travail, ouais. Après, voilà, j'ai des enfants qui en ont, hein, et ils en sont très contents. C'est une possibilité aussi. Ok. À voir, des fois, à tester. C'est vrai qu'un enfant qui est très à l'aise, qui a déjà une tablette à l'école, pourquoi pas. C'est ça, et puis là par exemple, comme le dit Cindy, la tablette est parfois moins rejetée par les ados, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Ouais, effectivement, du coup, très très bonne question, très très bonne remarque. Ça dépend, mais effectivement, des jeunes qui avaient déjà des tablettes à l'école, qui avaient commencé à s'en servir effectivement pour taper leurs cours même le soir. Du coup, on n'a pas forcément mis l'ordinateur en place, c'est plus un petit clavier annexe ou ça pouvait être. C'est vrai que pareil, ta journée, ta tablette pour écrire. Oui, ouais. C'est voilà, mais pourquoi pas s'ils y sont hyper à l'aise avec et qu'ils ont déjà commencé, autant continuer. Enfin, ouais, c'est ça. Le tout, c'est que ce soit que l'enfant parvienne en tout cas à faire s'approprier au mieux son outil, ouais, tout et à ne fait, plus être en échec dans telle ou telle situation. Ouais. Non, c'est un outil aussi intéressant, tout à fait. Du coup, on va. Ok, super. Ouais. En tout cas, merci à toi. Puis merci.